En aucun cas, ce conflit n'est religieux. La religion ne sert que de combustible. La religion présente cet avantage, c'est qu'à un moment, il faut dire « je crois », donc on est dispensé de démontrer, et dès lors que vous affirmez quelque chose qui touche à l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il y aura après, les trois religions sont des religions à prétention eschatologique, c'est-à-dire qu'elles prétendent vous apporter la réponse de ce qu'il y a après la mort. Personne n'ayant jamais eu cette réponse, ça reste évidemment un pari, comme disait Pascal. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'argument religieux est un moyen de mobilisation qui peut aller jusqu'au fanatisme. Mais derrière, il y a des enjeux qui sont infiniment plus prosaïques, plus terre-à-terre, et c'est là-dessus que je voudrais essentiellement m'attarder. Donc on va partir de cette carte qui est la situation à la veille de la Première Guerre mondiale. Vous avez une région qui est une région particulièrement importante et convoitée. Sur le plan spirituel, elle est, je viens de l'évoquer très rapidement, le berceau des trois grands monothéismes, la religion hébraïque, la religion chrétienne et la religion musulmane. Chacune prétendant avoir ses lieux saints. Je dis prétendant, les archéologues ayant montré que retrouver sur le terrain un certain nombre de traces archéologiques dont on prétend avoir retrouvé l'indication dans la Bible reste quand même quelque chose d'assez aléatoire. Certains sont attestés, d'autres sont éminemment contestés. Mais vous avez là, sur le plan spirituel, quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Dans la mesure où vous avez des aires entières du monde qui vivent avec le souvenir de grands moments de leur histoire spirituelle et religieuse. Si vous êtes chrétien et que vous ayez de solides convictions religieuses, c'est là qu'est né le Christ, c'est là qu'il est mort, c'est là que, dit-on au Moyen-Âge, on a empêché les chrétiens de venir prier, d'où les croisades, alors qu'en fait, ils n'ont jamais été empêchés de venir prier, et les croisades ont eu toute autre raison, mais bon, ça fait partie des choses auxquelles les gens croient. Si vous êtes musulman, pensez qu'effectivement un jour, Mahomet a été transporté par sa jument préférée de la Mecque à Jérusalem, qu'il est reparti le lendemain. C'est la raison pour laquelle, sur l'esplanade des mosquées, qui pour d'autres est le mont du Temple, il y a une espèce de volonté d'appropriation de l'espace. Et en 1913, certaines puissances, alors je parle des puissances au sens de 1913, quand on dit les puissances en 1913, c'est un club très fermé, dans lequel, en ordre décroissant de puissance, vous avez la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, et puis loin derrière, deux outsiders, États-Unis et Japon, c'est-à-dire le petit club de pays qui régentent le monde et qui imposent leur volonté. Un certain nombre de puissances prétendent avoir des droits de protection des chrétiens dans cette zone, essentiellement la France et la Russie, s'étant fait reconnaître par le sultan qui dirige l'Empire ottoman un certain nombre de droits, effectivement, au fil de l'histoire. Cette région est par ailleurs extraordinairement importante à l'époque, parce que c'est un carrefour et un axe de circulation tout à fait essentiel. Vous avez, à l'extrémité septentrionale de la mer Rouge, le canal de Suez, qui est ouvert depuis 1869, qui a permis de faire chuter, pour ne pas dire s'effondrer, le coût du fret entre l'Europe et l'Asie, et qui permet, sous contrôle britannique, à la Grande-Bretagne de contrôler toute la circulation en Méditerranée. Vous entrez en Méditerranée à l'ouest si les Anglais veulent bien vous laisser rentrer, puisqu'ils contrôlent Gibraltar. Vous passez du bassin occidental dans le bassin oriental parce qu'ils contrôlent Malte et qu'ils sont en mesure de vous y stopper. Et vous n'en sortez à l'est que s'ils veulent bien vous laisser passer à Suez. Tout le monde n'est pas d'accord pour laisser aux Britanniques ce genre de contrôle. On essaye de voir si on ne pourrait pas, ici ou là, essayer de leur tailler quelques croupières. Elle est essentielle parce que c'est aussi la région dans laquelle la Russie essaye de descendre, en forçant le passage des détroits à l'extrémité occidentale de la Turquie, entre la Turquie et la Grèce. Le problème des Russes, c'est qu'ils n'ont accès à aucune mer chaude, à moins d'aller la chercher dans le Pacifique à Vladivostok. Et après, il faut revenir en Russie d'Europe par le train. C'est long.
Et par conséquent, s'ils pouvaient mettre un pied, et surtout un bateau, dans des ports qui soient sous leur contrôle dans les mers chaudes, ça leur rendrait particulièrement service. D'où la vigilance britannique qui s'est fait donner Chypre par le sultan. En contrepartie de la garantie de la sécurité du sultan, Chypre est devenue britannique, et c'est le point de départ des complications que la situation de Chypre nous pose à l'heure actuelle. Donc vous voyez, vous avez toute une série de raisons, je ne vais pas beaucoup m'avancer, je voudrais en analyser encore deux. À la veille de 1913, depuis les inventions de quelques ingénieurs allemands, on s'aperçoit que un appareil métallique qui s'appelle le moteur à explosion commence à devenir intéressant et important. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé d'avoir autant d'énergie sous un aussi petit volume. Le problème, c'est que ça marche au pétrole, ce truc-là. Alors, le pétrole, c'est vieux comme le monde, on connaît ça depuis les Romains, mais on en découvre une autre application. Or, c'est une éponge à pétrole. Dans une structure géologique simple, modèle bassin parisien, des couches sédimentaires entassées les unes sur les autres, vous enfoncez un tube, ça sort, sans aucune difficulté, c'est le pétrole le moins cher du monde, et celui de surcroît qui est le plus en phase avec les besoins des pays industrialisés. Qui va contrôler le pétrole? C'est la grande question. Et puis, il y a le dernier facteur d'importance à partir duquel je vais pouvoir commencer à aborder le reste. Tout ça fait partie de l'Empire ottoman avec quelques outsiders, si j'ose dire. Vous avez un trait bleu qui vous marque les limites des territoires sous contrôle du sultan. Ce trait bleu, que les historiens appellent la ligne rouge, mais tous les historiens ne peuvent pas contrôler tous les gens qui font des cartes, c'est véritablement la limite de l'Empire ottoman dans sa partie arabe, la Turquie étant le cœur de l'Empire. En principe, la partie la plus occidentale de ce trait, c'est-à-dire celle-ci, devrait s'arrêter sur les frontières du Maroc. La colonisation a obligé l'Empire ottoman à se rétrécir vers l'ouest. La France a pris l'Algérie, puis la Tunisie, l'Italie a mis la main sur la Cyrénaïque et la Tripolitaine, qui donneront la Libye. Les Anglais, entre-temps, s'étaient installés en Égypte. La frontière de l'Empire ottoman a donc été brutalement repoussée vers l'Est. C'est un mécanisme qui illustre parfaitement la situation de cet empire. L'Empire ottoman est appelé l'homme malade de l'Europe. L'Empire ottoman a très mal vécu au XIXe siècle l'expédition de Bonaparte, qui lui a permis de prendre conscience que, alors qu'au XVIe siècle, il était un des pays les plus importants du monde, n'oubliez pas que François Ier recherche l'alliance de Soliman le Magnifique contre Charles Quint, il était devenu un pays à la traîne, véritablement le dernier dans la liste des puissances. Il a donc tenté de se moderniser. Pour se moderniser, il s'est endetté. Il est tellement endetté qu'il est entre la main des puissances. Et à la veille de la guerre de 14, dans toutes les chancelleries internationales, c'est-à-dire au Quai d'Orsay, au Foreign Office et à la Wilhelmstrasse, on se pose la question de savoir qui va mettre la main sur quelle partie de l'Empire ottoman. À la première occasion, on va le liquider. La France est engagée à hauteur de 60% de la dette. Elle espère bien tirer son épingle du jeu. Inutile de vous dire par conséquent que lorsque la guerre éclate et que l'Empire ottoman, après 3 mois de réflexion, la guerre éclate le 3 août 14, sans que personne sache pourquoi, tout le monde sait comment mais pas pourquoi, les Ottomans se disent on ne peut pas rester à l'extérieur, qu'est-ce qu'on choisit? L'entente ou l'alliance? Et ils pensent qu'en choisissant l'alliance, c'est-à-dire l'Allemagne, et en gagnant la guerre, quand vous vous engagez dans une guerre, vous espérez forcément la gagner, et si vous partez avec l'idée de la perdre, ça devient inquiétant. En s'engageant aux côtés de l'Allemagne et en gagnant la guerre, ils se débarrassent de l'essentiel de la dette, puisque les autres ayant perdu, après leur défaite, on leur dira « Désolé, mais on ne vous doit plus rien ».
On a été obligé de vous faire la guerre, on vous a battu. Par conséquent, au moins une exigence que vous allez satisfaire, nous ne vous devons plus rien. Donc ils choisissent l'Allemagne, et immédiatement, à Londres et à Paris, on se met à réfléchir, que fait-on de l'Empire ottoman? Alors, ça va être le point de départ et la fondation véritablement de la machine infernale. C'est pour les Français un front secondaire dont vous entendrez peu parler dans les manuels scolaires, car pour nous, le front important, le seul front auquel on pense de la Grande Guerre, c'est le front européen. Pour les Anglais, c'est un front important. Le contrôle de Suez est essentiel. C'est une guerre dans laquelle on s'est battu durement. Il y a eu des massacres. Les massacres arméniens, c'est quand même pas rien. Et vous avez là véritablement un front important, mais sur lequel la France est peu présente, ce qui explique qu'en général, pour nous, c'est un front dont on ne parle quasiment pas. Les Anglais qui sont en difficulté, puisque le front va rester longtemps bloqué sur Suez, à peu près à la hauteur d'Aqaba, et Jérusalem ne sera repris qu'en décembre 17 par les Anglais, et ils n'entreront à Damas, en Syrie, que dans le courant de l'année 18. Ils vont longtemps rester à la hauteur de Bassora, avant de pouvoir remonter en direction de Mossoul. Les Anglais qui ne veulent surtout pas perdre le contrôle de Suez cherchent des solutions pour soulager leurs efforts dans cette région, et il leur vient une première idée. À la veille de la Première Guerre mondiale, dans cet empire ottoman, les deux composants turcs et arabes s'entendent de moins en moins bien. Les Turcs pensent que leurs difficultés viennent des Arabes, qui sont une espèce de poids mort, qui sont obligés de traîner et qui les gênent dans leur développement. Certains Turcs laïcs, ça existe à cette époque, pensent même que c'est la religion musulmane qui est un obstacle au développement de l'Empire turc, et que le choix de la laïcité à l'européenne ne serait pas forcément une mauvaise idée, et qu'en se débarrassant et du poids de la religion et du poids de la population arabe, l'Empire ottoman pourrait se tirer d'affaire. Les Arabes pensent à peu près la même chose. Ils pensent que, quand on réfléchit à ce qu'a été le caractère brillant de la civilisation musulmane au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, c'est parce qu'ils sont passés à un moment sous le contrôle des Turcs qu'ils sont entrés en décadence, et qu'en se séparant des Turcs, ils pourraient enfin retrouver peut-être le lustre qu'ils avaient connu antérieurement. Donc les Anglais se disent, puisqu'Arabes et Turcs ne s'entendent pas, on va essayer de voir si on ne pourrait pas embarquer les Arabes dans la guerre, à nos côtés, ils nous fourniraient des troupes intéressantes. Et ça donne les accords Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot, vous les avez en vert, soutenu, et en violet, avec deux types de dessins, un aplat violet et un aplat vert, aux deux extrémités nord-ouest et sud-est, qui seraient des zones, vous avez la légende, de contrôle direct. Contrôle direct français pour la zone en aplat violet, contrôle direct britannique pour la zone en aplat vert. Si vous passez non pas en aplat, mais en hachuré, ce ne serait qu'une zone d'influence. Et la France et la Grande-Bretagne se partagent donc l'Empire ottoman, dans le même temps où les Britanniques promettent à Hussein, le shérif de la Mecque, c'est-à-dire celui qui, pour le compte de l'Empire ottoman, contrôle la ville sainte de l'islam, de lui donner, s'il fait entrer ses troupes aux côtés des Anglais, un grand royaume arabe. C'est-à-dire que les Anglais font cette démarche double, antinomique, absolument incompréhensible, de promettre aux Arabes un grand royaume arabe qui reviendrait à la famille du shérif de la Mecque, Hussein, l'ancêtre du roi actuel de Jordanie, dans le même temps où il propose aux Français
de se partager cette partie orientale de l'Empire ottoman en se donnant deux zones d'influence. L'idée profonde des Britanniques est de ne tenir aucun désengagement. On dit toujours qu'il s'agit d'un dicton corrézien quand on dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je pense que c'est aussi un dicton britannique. Les Britanniques n'ont pas franchement... L'idée d'un royaume arabe est une hypothèse. Mais même s'ils ont dit à Hussein qu'ils lui donneraient ce royaume arabe, il semble que tous les diplomates britanniques n'y étaient pas absolument résolus. Quant à l'idée du partage avec la France, ils n'ont très rapidement, ils vont le montrer, qu'une seule intention, c'est de nous marginaliser et de faire en sorte de garder l'intégralité du Proche-Orient, la partie arabe du Proche-Orient, de la partie de l'Empire ottoman, donc peuplée de populations arabes. Alors, il y a quand même un personnage dont il faut se préoccuper parce qu'il a un côté un peu inquiétant, c'est celui qui est ici. Cette espèce de représentation qui n'est ni très historique ni très géographique. On a l'impression d'une turbine qu'on voudrait suggérer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume d'Arabie Saoudite. C'est un royaume à géométrie variable. Je veux dire par là que selon la progression des frères, puisque c'est comme ça que s'appelle l'armée du roi de la dynastie des Saouds, les Ikhwan, il est capable de se dilater plus ou moins. Il a déjà disparu 2 fois, l'actuel est le 3e. Donc c'est un voisin un peu encombrant. Et avant de répondre aux Anglais positivement, Hussein leur fait remarquer que s'il engage les tribus de Bédouins aux côtés des Britanniques en direction du nord pour essayer de repousser l'armée turque, le Saoudien risque fort d'essayer de lui enlever des territoires. Les Anglais lui disent « Vous avez raison, c'est une excellente objection, on va régler le problème ». Ils entrent donc en contact avec le Saoudien et ils lui proposent le marché suivant. On vous verse 5000 livres sterling par mois. Pour acquérir une livre sterling en 1913, il faut dépenser 25 francs or. 1 franc or en 1913, 4 euros d'aujourd'hui. 5000 livres sterling mensuels, c'est une somme. On vous donne 5000 livres sterling mensuels, vous vous tenez tranquille, et vous ne cherchez surtout pas de noises à Hussein, le shérif de la Mecque. Le Saoud dit banco. Il recevra régulièrement ces 5000 livres sterling mensuels jusqu'à la fin de la guerre et même au début des années 20. À partir de là, les Arabes s'engagent aux côtés des Anglais. Et nous sommes persuadés qu'au sortir de la guerre, nous obtiendrons la moitié nord-ouest de ce Proche-Orient arabe, les Anglais gardant la partie sud-est. Ils ont bien l'intention de mettre à part la Palestine qui doit rester sous influence britannique. La Palestine est trop proche du canal de Suez pour être confiée à quiconque d'autre. Et car les Britanniques ne sont jamais avares en surprise, en novembre 1917, ils lancent une 3e composante, la dernière de la machine infernale, la déclaration Balfour. Le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté fait savoir à l'opinion publique qu'il n'a absolument aucune réticence à l'idée de voir se créer en Palestine un foyer national juif. La France et l'Italie, qui n'ont même pas été consultées, demandent immédiatement au Foreign Office de préciser qu'est-ce que veut dire foyer national juif. Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est juste un endroit où les Juifs auront le droit de venir s'installer? Quid des droits civils et politiques des populations déjà présentes? Car contrairement à la légende, il ne s'agit pas d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre, mais il y a déjà une population. Le Foreign Office n'a jamais répondu. Alors, ouvrons une première parenthèse sur les Juifs, parce que j'en ai encore pas parlé. À la veille de la guerre de 14, il n'y en a quasiment pas. Très peu. À Jérusalem et sur la Palestine, ils sont à peu près une centaine de milliers. Pour l'essentiel, des intellectuels, des Juifs pieux, qui reçoivent de l'argent de la diaspora,
qui considèrent qu'ils sont en quelque sorte leurs ambassadeurs, qui réfléchissent à l'interprétation des textes sacrés et qui entretiennent avec la population environnante des relations tout à fait convenables, même cordiales. Depuis l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, ils ont été rejoints par les premiers adeptes du mouvement sioniste. Le rêve de tous les juifs en Europe à la fin du XIXe siècle est d'être assimilés, c'est-à-dire de se fondre dans la société à laquelle ils appartiennent jusqu'à ce qu'on oublie quasiment qu'ils sont juifs. Un bon nombre d'entre eux étant, comme les autres religions, frappés par le mouvement de sécularisation qui fait qu'ils pratiquent de moins en moins. Pour que vous voyez à quel point ils sont coupés de leurs racines juives, il ne faut pas oublier que le qualificatif de youpin, qui est dans les injures adressées au monde juif l'équivalent de ce qu'est bougnoul quand on s'adresse à un arabe musulman, c'est une invention des juifs. Ce sont des juifs qui ont inventé ce terme pour déplorer qu'après les assassinats qui avaient été perpétrés en Russie et qui ont conduit au déclenchement des pogroms, un certain nombre de juifs quittent la Russie et la Pologne, avec eux une pratique religieuse très forte, donc avec des signes distinctifs extérieurs de leur appartenance à la religion hébraïque, c'est-à-dire la houppelande, les phylactères, les cadenettes, et les juifs occidentaux se sont dit non d'un chien. Un siècle d'efforts pour faire oublier que nous sommes juifs et nous fondre dans la société, ces marioles vont absolument souligner, parce qu'il va falloir qu'on les aide, que nous sommes de confession hébraïque et il va falloir tout recommencer. Mais l'affaire Dreyfus a conduit un intellectuel juif, Theodor Herzl, à lancer le mouvement sioniste et à se dire cette assimilation qu'on croyait réussie, finalement, elle n'est pas si réussie qu'elle ne le paraît. Il faut donc qu'on réfléchisse à une véritable solution qui règle une bonne fois pour toutes la sécurité des Juifs. Il faut leur donner un État. Alors on a pensé à Madagascar, on a pensé à l'Ouganda, on a pensé à un tas de territoires. C'est l'époque où on conquiert l'Afrique. Hein. Donc, vous savez, les Européens étaient partis en direction des terres inconnues. Enfin, inconnues d'eux, pas de ceux qui y habitaient, évidemment. Et donc on disposait assez facilement de ces territoires. On cherchait où on pourrait les installer. Puis finalement, on se dit non, ça ne marchera pas. Après tout, ils sont venus du Proche-Orient, autant les laisser revenir au Proche-Orient. Et donc, il y a une immigration juive qui a commencé d'un type tout à fait nouveau, avec une véritable volonté de mise en valeur de l'espace, avec l'engagement de ne pas faire travailler de main-d'œuvre arabe, mais d'avoir recours au travail juif, qui va être le départ de ce qui va un jour finir par devenir Israël. J'y arriverai dans un instant. Et donc, la déclaration Balfour semble en quelque sorte donner brutalement à cette démarche une amplification infiniment plus importante, mais qui va demander un minimum à être organisée. La deuxième étape, c'est le règlement de la paix. Vous voyez que quand la guerre s'arrête, on a déjà mis en place quelques paquets d'explosifs qui risquent de compliquer la vie de la région. Lorsque la négociation commence, les États-Unis ayant décidé de prendre la direction de la conférence de la paix, le Proche-Orient, ça ne les intéresse pas franchement. Ils ont compris que les Anglais ne les laisseraient pas s'y installer facilement. Par conséquent, à l'époque, ils ont d'autres chats à fouetter. Ce n'est pas franchement la préoccupation majeure de Wilson. Très vite, on va s'enliser dans des débats sans fin, et comme en 1920, les États-Unis ne ratifieront pas le traité de Versailles et qu'ils sortiront des organismes qui sont chargés de l'appliquer, ils sont hors jeu. Les Anglais ont obtenu que ce soit une conférence ultérieure qui se tient à San Remo en 1920, que sous le contrôle de la SDN soit décidé le sort du Proche-Orient. Si les États-Unis ne sont plus dans le jeu, il reste deux puissances importantes qui vont peser très lourd dans le choix des choses. Les Français et les Britanniques.
la France a parfaitement compris qu'elle est sortie de la guerre de 14 complètement saignée. Elle a très mal organisé le financement de la guerre, elle est ruinée. Elle est démographiquement très atteinte et elle ne réussit pas à relancer sa démographie. Donc il y a quasiment, j'allais dire un dogme, mais un principe très fort qui va guider la politique étrangère française. On ne se sépare pas de l'alliance britannique, on ne peut pas se permettre d'affronter les Britanniques. Et les Britanniques vont donc vous imposer, regardez bien cette carte, essayez de la mémoriser parce qu'on change, vous allez voir ce qu'elle devient à la conférence de San Remo. Vous voyez que c'est plus du tout la même chose. Il n'y a plus d'aplats, il n'y a que des hachures. Et si vous regardez, la hachure violette a quand même sérieusement rétréci. Hein. Je vous la repasse pour que vous voyez bien la différence. Regardez où est Mossoul. Dans le projet des accords Sykes-Picot, Mossoul, c'est une grande région pétrolière. Si vous regardez de temps en temps la télévision, vous avez pu voir que dans les combats qui ont été menés contre l'État islamique, la reprise de Mossoul supposait la restitution de ressources pétrolières pour les uns aux Kurdes, pour les autres aux Irakiens. Ça dépend le camp que vous avez décidé de soutenir. Donc, Mossoul, qui était français, devient tout simplement britannique. Clémenceau ne savait pas où était Mossoul, rassurez-vous, le George non plus. Ils l'ont découvert en discutant l'accord. Derrière, c'est tout simplement le pétrole. Les mandats tels qu'ils sont dessinés là font que la France, dans l'entre-deux-guerres, n'a accès à aucune ressource pétrolière du Proche-Orient. Le pétrole reste sous contrôle britannique. Ils n'ont simplement pas pu empêcher les États-Unis d'entrer à hauteur de 25% dans le capital de l'Iraq Petroleum Company. Mais mis à part ces 25% qui regroupent les 5 majors états-uniennes, aucune compagnie autre que britannique n'a accès au contrôle au pétrole du Proche-Orient. Ça va durer jusqu'aux années 60, avec la création de l'OPEP. Donc, exit une partie de l'influence française qui reçoit mandat sur la Syrie. La définition administrative de la Syrie, c'est l'espace qui va de la Cilicie, c'est-à-dire Adana, Alexandrette, jusqu'au canal de Suez. Définition géographique de la Syrie. C'est la Grande Syrie. La France reçoit donc la partie septentrionale de la Syrie avec la charge d'amputer la Syrie d'une partie de son territoire pour en faire le Liban. C'est le résultat de la politique de Napoléon III sur laquelle je ne m'étendrai pas, on pourra y revenir tout à l'heure si ça ne vous évoque pas suffisamment de choses. Les Anglais se sont taillés la part du lion et s'empressent de créer l'État de l'Irak, l'émirat de Transjordanie, capitale Amman, ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, et ils gardent la Palestine mandataire sous leur contrôle et leur administration directe. Hussein dit « et mon royaume ». Ah, on lui dit « c'est pas possible, ce sera pour plus tard ». Alors, il a quand même envoyé son fils Faisal à la conférence de Versailles, où il a rencontré Weizmann, le chef du mouvement sioniste, et les deux hommes s'étaient mis d'accord. Les Juifs acceptaient la création d'un royaume arabe à condition d'avoir leur foyer national en Palestine. Les Arabes acceptaient la création d'un foyer national juif en Palestine, sous réserve que l'engagement qui avait été pris à leur égard d'avoir un royaume arabe soit effectivement tenu. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'il n'y aura pas de royaume arabe, ils décident qu'il n'y aura pas de foyer national juif, et c'est de là que part véritablement, jusqu'à présent on a vu se mettre en place les éléments qui ont dynamité la situation antérieure, les sources d'antagonisme, mais c'est là que se mettent en place deux choix politiques qui sont totalement différents, dont l'un est extraordinairement risqué, dont l'autre est diaboliquement habile. Les Arabes oublient une chose, c'est qu'à la conférence de San Remo, la déclaration Balfour est passée dans le droit international.
Les Britanniques ont obtenu que tous les participants à la conférence reconnaissent la légitimité de la déclaration Balfour, le bien fondé de la création d'un foyer national juif. Par conséquent, ça engage dorénavant tous les pays signataires de la conférence de San Remo. Les Arabes décident qu'ils vont faire abroger la déclaration Balfour. Mais pour faire abroger un texte de droit international, encore faut-il avoir la puissance d'influence suffisante pour convaincre assez de pays de se rallier à ce choix politique. Alors en 2 mots, parce que c'est très intéressant, mais ça nous conduirait trop loin si on veut pouvoir après discuter. Comment se passe l'entre-deux-guerres? Je laisse les mandats de côté, ça serait rentrer dans l'histoire du Proche-Orient arabe. Restons sur la Palestine pour rester aux origines du conflit israélo-palestinien. Les Anglais ont un objectif majeur au sortir de la guerre, rétablir la puissance de leur monnaie. Il faut donc faire des économies sur tous les postes budgétaires possibles. On s'est engagé au Proche-Orient, mais ça ne doit pas coûter trop cher. C'est la raison pour laquelle ils créent des États. J'ai dit que je ne m'intéresserai pas, donc je ne dirai rien de l'Irak. Mais ils essayent de mettre en place dans la Palestine mandataire quelque chose qui allège au maximum leurs tâches d'administration, c'est-à-dire qu'ils remettent la pratique du self-government. Faire que les gens se gèrent eux-mêmes, c'est encore faire en sorte d'administrer à moindre coût n'importe quel territoire. Il faut qu'en Palestine, l'administration coûte le moins cher possible. Donc on crée une agence juive qui va faire élire dans les différents villages l'équivalent de ce que nous appellerions des conseils municipaux. Elle a la charge des affaires économiques. Et ils espèrent bien que les Arabes vont faire pareil. Créer une agence arabe, prendre en charge l'administration de leur population, il ne restera aux Anglais qu'à assurer la cohabitation des 2 populations. Les Juifs se plient au règlement que fixent les Anglais, élisent leurs représentants administratifs, se dotent d'une institution syndicale à la tête de laquelle on voit émerger un certain Ben Gourion, qui sera le premier chef d'État israélien. Ils se dotent même, ça c'est illégal, mais les Anglais l'espèrent parce que ça évite d'avoir à entretenir une force de police britannique d'une force de sécurité. Le seul problème, c'est qu'en face, les Arabes refusent de jouer le jeu, vont se lancer dans une pratique du boycott des produits juifs, et dans certains cas, lorsque l'exaspération arrivera à un certain seuil, ça ira jusqu'à des affrontements avec la population juive, obligeant à ce moment-là les Anglais à s'interposer. Ce qui ne veut pas dire que tous les Arabes sont hostiles aux Juifs. Si on revient sur la première carte, je n'en ai rien dit, mais vous y avez tous spontanément pensé, dès lors que vous êtes dans un même et unique État, la liberté de circulation est totale. Quand vous êtes un Arabe au service du sultan turc, et que donc vous passez l'essentiel de votre vie à Constantinople, rien ne vous interdit d'avoir dans la région d'Aqaba ou dans la région de Bagdad des propriétés foncières particulièrement importantes que vous venez gérer de temps en temps ou vous faites gérer par un intendant. Or, le partage du Proche-Orient entre les puissances introduit dans cet espace de libre circulation le principe des frontières, qui fait que dorénavant, quand vous voulez aller à partir de Constantinople, administrer vos propriétés foncières à Bagdad, ou descendre vérifier l'état de vos vergers à Aqaba, vous avez un certain nombre de frontières à franchir, des autorisations à obtenir, vous n'êtes pas sûr de passer, ça prend énormément de temps. Ces grands propriétaires fonciers arabes vendent leurs terres, et à qui mieux les vendre si on veut gagner de l'argent qu'à l'agence juive, qui grâce aux fonds qui sont drainés par le mouvement sioniste, dispose de sommes substantielles et achète cash les superficies dont elle a besoin. Donc faites très attention. Un certain nombre d'Arabes ont été bénéficiaires de l'opération de création du foyer national juif. Jusqu'à la création de l'OLP, les Arabes se moquent éperdument des Palestiniens.
c'est un conflit qui concerne essentiellement les États existants. C'est l'OLP qui imposera au monde arabe la reconnaissance d'un groupe qu'il convient dorénavant, disent-ils, d'appeler sous le nom de Palestiniens. Donc l'entre-deux-guerres va être marqué par cette alternance de mouvements de temps de paix, ou du moins de sécurité assez générale, et puis de moments de très forts affrontements. Et quand on suit ces très forts affrontements, on s'aperçoit qu'il y en a trois. 1921, 1931, 1936. Affrontements de plus en plus importants entre Arabes et Juifs, qui entraînent une évolution britannique. 1923, c'est un incident mineur, une quinzaine de morts de part et d'autre. 31, on franchit la centaine. 36, ça devient inquiétant, surtout ça ne s'arrête pas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À chaque fois, les Anglais publient non pas un livre blanc, mais ils appellent ça un livre bleu. Nous, on dirait livre blanc. Ils ont un goût pour le bleu, va pour le livre bleu. Et à chaque fois, on voit qu'ils prennent de plus en plus en considération les demandes des populations arabes. En 23, ils s'engagent à veiller à une équité, sécurité, mais ils se refusent à limiter l'immigration juive et ils ne veulent pas se lancer sur le problème du foncier. C'est là que l'essentiel des transactions foncières vont pouvoir se faire. 31, ils n'excluent pas d'essayer de réguler l'arrivée de l'immigration juive et de surveiller le problème des transactions foncières. En 1936, ils prennent l'engagement de limiter, voire, le cas échéant, interdire l'immigration juive et bloquer les acquisitions foncières. C'est-à-dire que de philosémites, ils passent du côté plutôt philo-musulman. Ce qui évidemment va obliger les Juifs à se poser la question de savoir est-ce que la protection britannique reste suffisante pour obtenir éventuellement la création d'un État juif. Les acquisitions foncières n'ont pas été faites au hasard. Elles réalisent un très bel article dans la revue 20e siècle qui analyse le problème du quadrillage de l'espace dans la Palestine mandataire, qui montre bien qu'il y a tout un raisonnement d'appropriation de l'espace qui a été parfaitement conduit. Tout cela dans l'indifférence générale, car nous sommes avant 1940, et par conséquent, si vous voulez, le statut de persécuté qu'ont les communautés juives à intervalles plus ou moins réguliers un peu partout dans le monde n'alerte pas davantage que dans les siècles antérieurs les opinions publiques. Ça fait partie du décor, si j'ose dire, un peu brutalement. L'immigration en Palestine a eu une légère poussée à partir de 1933 pour des raisons évidentes. L'arrivée d'Hitler au pouvoir n'a pas facilité les choses, mais les Juifs ayant préféré aller se réfugier aux États-Unis qu'en Palestine, ça n'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement important. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population juive a assez sensiblement augmenté. Elle est passée d'autour de 100 000 à un demi-million, mais elle est dans un ensemble qui rassemble plus d'1,5 million d'Arabes musulmans, auxquels il faut rajouter les Arabes chrétiens, qui n'est pas un pourcentage négligeable. Mais la rapidité avec laquelle cette implantation s'est faite, une ville comme Tel Aviv, qui a été construite à partir de 1909, est à la veille de la Seconde Guerre mondiale une ville importante et particulièrement dynamique, impressionne, si vous voulez, un certain nombre d'observateurs. La Seconde Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pourrait, et j'arrive à une nouvelle étape, la Seconde Guerre mondiale va transformer les choses, mais sans véritablement les bouleverser. Mais au préalable, je voudrais vous montrer à quel point les Britanniques avaient clairement conscience, quand ils s'y sont engagés, de ce qu'ils vont avoir, ce qu'ils ont eu à gérer dans l'entre-deux-guerres. Je voudrais vous lire un texte qui va certainement vous choquer parce qu'il est particulièrement violent. Je pense qu'aucun diplomate aujourd'hui ne pourrait se permettre d'écrire ce texte sans avoir au préalable commencé à préparer sa lettre de démission. C'est
texte du délégué britannique à la conférence de Versailles, Maynard Hagen, qui est lui-même de confession hébraïque, qui envoie à Lloyd George, le Premier ministre britannique, le jugement qu'il porte sur les décisions qui ont été prises concernant le Proche-Orient. Nous avons été la sagesse même en permettant aux Juifs d'établir leur foyer national en Palestine. Nous avons également libéré les Arabes du joug turc et nous ne pouvons pas demeurer éternellement en Égypte. Cette conférence de la paix a pondu 2 œufs, le nationalisme juif et le nationalisme arabe. Ces œufs vont devenir 2 volailles très gênantes. Les Juifs virils, braves, déterminés, intelligents. Les Arabes décadents, stupides, malhonnêtes, et produisant peu de choses en dehors de quelques excentriques influencés par le romanesque et le silence du désert. Un foyer national pour les Juifs doit tôt ou tard se transformer en souveraineté. Je crois comprendre que cette évolution normale est envisagée par certains membres du gouvernement britannique. Le nationalisme arabe se transformera lui aussi en souveraineté de la Mésopotamie au Maroc. Vous pouvez remarquer qu'il ne s'est pas trompé sur grand-chose, mis à part le caractère méprisant, mais qui est intéressant pour voir et comprendre. On comprend mieux quand on voit le jugement qui est porté par ce diplomate britannique de haut rang sur la population arabe, le dédain avec lequel ils ont traité l'engagement qu'ils avaient pris de créer un grand royaume arabe, et qu'ils ont préféré se le partager, inégalement certes, mais se le partager avec le partenaire français. Donc quand la Seconde Guerre mondiale éclate, la question c'est comment va se comporter la population des différents territoires, qu'ils soient les États sous mandat français, les États sous mandat britannique, ou la Palestine mandataire, dans la Seconde Guerre mondiale. À part la tentative de coup d'État en Irak, qui devait permettre un ralliement de l'Irak à l'Allemagne nazie, à part le voyage du mufti de Jérusalem auprès d'Hitler, les Alliés n'auront aucun autre problème. Le coup d'État en Irak va être jugulé par la très rapide réaction de l'armée britannique. Les Français empêcheront la mise à disposition des aérodromes de Syrie, les Français libres de De Gaulle empêcheront la mise à disposition des aérodromes français de Syrie à disposition de l'armée allemande en intervenant et en reprenant le contrôle du mandat. Mis à part ces 2 épisodes, la région est parfaitement calme pendant la guerre. En Palestine mandataire, arabes comme juifs décident de participer à l'effort de guerre britannique. Un certain nombre d'Arabes ont combattu aux côtés des Britanniques, les Juifs également ont combattu, pas exactement dans les mêmes armes. Les Arabes sont davantage dans la logistique, les Juifs sont dans les unités combattantes. Et au sortir de la guerre se pose le problème, quelle va être la politique de la Grande-Bretagne en Palestine mandataire? Les Anglais ont à l'évidence fait le choix des Arabes contre les Juifs. Voilà ce qu'écrit et ce que déclare, et il va le déclarer 3 fois, pas exactement dans les mêmes termes, mais à chaque fois ça devient un peu plus insistant. Je vais vous donner la première déclaration. Anthony Eden, qui n'est pas n'importe qui, futur Premier ministre britannique, ministre de Winston Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque est lancée l'idée de la création d'une Ligue arabe, c'est-à-dire d'un regroupement des différents pays arabes souverains dans un organisme international susceptible de mieux faire porter leur voix, il écrit que le désir des peuples arabes d'atteindre un degré d'unité plus grand que celui dont ils jouissent à présent est une décision qui ne peut que séduire les Britanniques. En s'efforçant d'atteindre cette unité, poursuit-il, ils comptent sur notre aide. Un tel appel émanant de nos amis ne doit pas rester sans réponse. Il me semble à la fois naturel et juste que les liens culturels et économiques entre les pays arabes, et de même les liens politiques, soient renforcés. Le gouvernement de Sa Majesté, pour sa part, donnera son aide la plus entière à tout plan dicté par un accord général. Et ce faisant, grâce à ces 3 déclarations et à un certain nombre de prises de position internationales, les Britanniques ont le sentiment, et c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, d'avoir été au fond comme les parrains de la création de la Ligue arabe.
Ils en attendent donc la possibilité de maintenir avec les populations arabes, voire les États souverains qui pourraient émerger au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont sans illusion, un certain nombre d'États en situation coloniale ou semi-coloniale vont devoir accéder à l'indépendance après la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que parce que les États-Unis l'exigent, et il faudra bien donc la leur donner. Ils espèrent donc avoir avec ces États des relations cordiales, ce qui bien évidemment leur permettrait de préserver leurs intérêts, en particulier leurs intérêts pétroliers. Car je vous rappelle qu'à part l'inclusion française, si vous vous reportez à la situation de départ, les Anglais ont quand même bien préservé les choses. Dans cette péninsule arabe, en y englobant y compris la Syrie, vous n'avez que 3 puissances en 1913. L'Empire ottoman, les protectorats britanniques, qui sont la partie vert clair sur le littoral, auquel il faut rajouter le Koweït, qui y est déjà, mais là on l'a symbolisé dans les projets, donc il n'a pas la couleur ancienne. Et vous voyez qu'ils y sont présents depuis parfois des dates relativement anciennes. Et le saoudien, c'est tout. Ils ont quand même bien limité la casse, puisque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont plus 3 mais 4. Le saoudien, les Anglais toujours dans leurs territoires coloniaux, avec le Koweït que vous avez là, la France qu'on a été obligé de tolérer, mais qu'ils mettent à la porte en 1945. Les affrontements entre Français, Syriens et Libanais sont d'une telle intensité que Churchill n'hésite pas à utiliser l'armée britannique pour mettre les Français à la porte et leur imposer de reconnaître au Liban et à la Syrie le droit à l'indépendance. Donc il n'y a plus que Saoudiens, Britanniques et Arabes. Dans un premier temps, la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des Juifs par les nazis n'a rigoureusement aucune influence sur les problèmes du Proche-Orient. D'abord parce que, en 1945, les populations ont la confirmation de ce que souvent elles avaient pressenti. Les hommes politiques sont obligés de reconnaître la réalité de ce qu'ils avaient nié ou affecté de ne pas savoir, mais ça ne bouleverse absolument pas les foules. La meilleure preuve, c'est le cas de l'Exodus. Ce bateau qui arrive en Palestine avec des Juifs qui ont survécu à l'Holocauste nazi et qui demandent à pouvoir s'installer en Palestine, sont purement et simplement renvoyés en Allemagne. Ça ne fait bouger personne. À l'ONU, les États-Unis disent à la Grande-Bretagne, faites un effort. Ça représente 100 000 visas, ce qu'on vous demande. Accorder 100 000 entrées en Palestine mandataire. Les Anglais leur disent, attendez, vous avez vu la place que vous avez chez vous? Vous n'avez qu'à relever temporairement les contraintes que nous impose votre loi sur les quotas. Vous pouvez parfaitement admettre 100 000 juifs de plus sur le territoire des États-Unis. Roosevelt dit non, Churchill dit, ben dans ce cas-là, ça sera pareil pour moi. Qu'ils reviennent d'où ils sont partis. Et c'est effectivement ce qui se passe. Vous vous souvenez qu'à l'entrée en guerre, la situation était particulièrement tendue, puisque 1936 c'était le 3e affrontement entre Juifs et Arabes dans la Palestine mandataire. Et je vous avais dit il y a un instant que les Britanniques s'étaient cette fois franchement rapprochés des Arabes, en bloquant les transactions foncières, en arrêtant l'immigration. En 1945, ils ne changent pas d'avis puisque l'Exodus illustre qu'ils refusent de laisser entrer tout autre juif sur le territoire de la Palestine mandataire. Que vont-ils faire? On avait, au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, commençait à évoquer l'idée d'un partage de cette Palestine mandataire en deux. Alors vous reporterez un bon atlas, ça existe, et vous verrez que des projets de partage, il y en a en pagaille.
Et aucun n'est véritablement satisfaisant. Vous avez toujours un des deux partenaires bénéficiaires, réputés bénéficiaires du partage, qui trouve que la part de l'autre est plus grande, que c'est pas ce morceau-là qu'il voulait, c'était précisément celui-ci, qu'il est prêt à échanger celui-là contre un autre. Enfin, ça ne colle jamais. Donc il y a un projet britannique qui ne convient ni aux Arabes ni aux Juifs. L'ONU fait le sien. Mais entre deux, la situation s'est fortement dégradée. Les Juifs ont compris qu'ils n'ont plus rien à attendre du protecteur britannique. Par contre, depuis une conférence qui s'est tenue du mouvement sioniste en 1942, ils ont décidé que, probablement, il vaudrait mieux se rapprocher de la branche états-unienne du sionisme, qui est plus à même d'apporter une aide aux Juifs qui veulent s'installer en Palestine. Un homme politique déclarait récemment que le Parti républicain était une annexe du gouvernement israélien. Il s'est repris parce que ça a suscité un tollé, mais vous voyez d'où vient l'origine. La puissance du mouvement sioniste aux États-Unis pèse très lourdement. Vous avez là-dessus d'excellents ouvrages sur la politique états-unienne dans la région. Et donc, la sortie de guerre va être marquée par le développement d'un terrorisme anti-britannique. On pense toujours à l'explosion qui détruit l'hôtel King David, où se trouve le quartier général britannique de la Palestine mandataire, mais ça n'est pas le seul. On invente l'attentat à la voiture piégée, on envoie... Il y a plus de 500 colis piégés qui sont envoyés de Palestine mandataire en Grande-Bretagne, où ils ont fait plusieurs dizaines de morts. Et l'intention, si vous voulez, est claire. Il s'agit de faire en sorte que la Grande-Bretagne quitte la Palestine mandataire, en jouant sur le fait qu'à un moment où elle est en train de négocier l'indépendance de l'Inde, le joyau de la couronne, 50% des échanges commerciaux de la Grande-Bretagne. L'opinion britannique ne comprendra pas qu'on perde des hommes et qu'on gaspille de l'argent à essayer de rester accroché à un morceau de désert dont on se demande effectivement à quoi il sert. À un moment où on va de l'autre côté donner l'indépendance à l'Égypte. Donc la situation des Britanniques devient proprement intenable. Mais les Britanniques ont des principes et une méthode. Ils vont appliquer à la Palestine ce qu'ils ont appliqué en Inde. Ils préviennent que tel jour du mois de mai 1948, à 0 heure, le mandat sur la Palestine mandataire exercé par la couronne britannique sera terminé. D'ici là, Juifs et Arabes n'ont qu'à se mettre d'accord sur le projet de partage qu'ils adoptent, qu'est-ce qu'ils décident de faire entre eux. Pour eux, c'est terminé. Mais ils vont également montrer leur mauvaise volonté. Ils vont refuser que la mission de l'ONU, qui se proposait de venir pour organiser le partage, puisse débarquer en Palestine, car disent-ils, nous ne sommes pas en mesure d'assurer votre sécurité. Le comte Bernadotte, qui sera envoyé par l'ONU, sera assassiné en Palestine. Et finalement, si vous voulez, c'est dans l'improvisation la plus totale que va émerger l'État d'Israël. Quelle est l'attitude des Arabes face à tout cela? C'est le désordre le plus total, mais il y a surtout un aspect qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit parce qu'il va expliquer bien des complications jusqu'à aujourd'hui. C'est le jeu extraordinairement ambigu que mène le royaume de Jordanie, qui n'est pas encore à l'époque indépendant, qui considère que si les Anglais quittent la Palestine mandataire, la partie qui doit revenir aux Arabes n'a en aucun cas à devenir un État souverain, mais doit être rattachée à l'émirat de Jordanie. Il considère que la Cisjordanie, puisque c'est cette partie-là qu'il s'agit essentiellement, la Cisjordanie fait partie de la Jordanie. Elle permettrait à l'émirat d'avoir un pied sur les deux rives d'une partie du tracé du Jourdain, et par conséquent, il n'est pas question de la laisser à un État juif. Et donc, pendant
toute cette période de combat larvé, puis ensuite de la première guerre israélo-arabe, 48-49, puisque dès que l'État d'Israël est proclamé en 48, la guerre éclate entre Israël et ses voisins arabes. L'émirat de Jordanie va avoir un jeu extraordinairement ambigu. Golda Meir, qui est ministre déjà dans le gouvernement de Ben Gourion, va à plusieurs reprises rencontrer l'émir. On va se mettre d'accord pour ne pas s'attaquer, et les Britanniques couvrent ce genre de transaction, puisque les Israéliens sont très clairement prévenus que dans l'hypothèse où l'armée d'Israël s'en prendrait directement avec le risque de la vaincre à la Légion arabe, qui est l'armée que les Britanniques ont construite dans l'émirat de Jordanie, les troupes britanniques à ce moment-là interviendraient. Ce qu'Israël ne peut absolument pas se permettre. Donc vous avez une guerre qui en gros occupe la fin de l'année 47, c'est-à-dire avant la création de l'État, l'année 48 à partir de mai, c'est-à-dire après la création de l'État d'Israël, et cette guerre fait surgir un problème qui est toujours un problème non résolu, le problème des réfugiés. Dans un premier temps, les Israéliens sont sur la défensive, dans un second temps, ils ont l'avantage. Et les populations essayent de se mettre à l'abri où elles peuvent. Mettez-vous à la place d'une population en guerre. Vous avez eu l'exemple que vous avez pu voir à la télévision depuis 3-4 ans de ce qui s'est passé après les révolutions arabes de 2011. Lorsqu'une guerre éclate, la première chose que le bipède a tendance à faire, c'est d'essayer d'assurer sa sécurité. Quels que soient les intérêts matériels qui l'attachent à une région, il essaye de rester vivant. Ce qui n'est pas un raisonnement complètement idiot, c'est la seule façon de pouvoir ensuite encore exploiter les intérêts que vous avez, car si vous êtes mort, le problème est réglé. Donc il faut d'abord assurer sa sécurité. Donc ils s'en vont. Et les Israéliens vont amplifier le mouvement par toute une série d'opérations de propagande, par des violences, mais comme de l'autre côté elles ont le même niveau, il est difficile de les leur reprocher, relativement importantes, en posant ensuite le principe que dès lors qu'une population est absente, elle a renoncé à occuper cet espace, et par conséquent, elle a abandonné ses biens. Voilà la loi que fait adopter l'État d'Israël. Il doit être clair que dans ce pays, il n'y a pas de place pour deux peuples. La seule solution, c'est le pays d'Israël sans Arabes. Il n'y a pas d'autre moyen que de transférer les Arabes d'ici dans les pays voisins. Le mot d'ordre donné à l'armée, c'est détruire, rénover, réattribuer. Et pour rendre le processus irréversible, on vote la loi d'urgence relative aux propriétés et réputé absent. Tout Arabe ayant quitté son lieu habituel de résidence entre le 29 novembre 1947 et le 1er septembre 1948 pour se rendre hors de Palestine ou pour gagner les zones de Palestine occupées par les forces arabes. Du fait de cet abandon supposé, leurs biens sont considérés comme confisqués. Or, il y a là-dedans des biens importants. Si vous regardez plus ou moins régulièrement les émissions et les reportages que vous avez sur la question israélo-palestinienne, vous avez très régulièrement des gens qui vous montrent, de l'autre côté du barbelé où ils sont cantonnés, l'huilerie, le moulin, les terres qui appartenaient à leurs ancêtres, voire qu'ils ont eux-mêmes, s'ils sont âgés, exploité pendant un certain temps de leur vie, et qu'ils n'ont pas renoncé à recouvrer un jour et à remettre à nouveau en valeur. Quitte à devoir y replanter des oliviers si entre-temps on y a construit une colonie israélienne. Ce qui pose un double problème au moment où ces guerres s'arrêtent, car en 1948, l'ONU ayant réussi à imposer difficilement des armistices, des négociations de paix s'ouvrent. Négociations de paix et problème des réfugiés. L'ONU pose comme principe, et c'est un principe de droit international puisqu'il a été voté en Conseil de sécurité, ce qui est un vote beaucoup plus contraignant que l'Assemblée générale, l'ONU a décidé que les réfugiés palestiniens avaient le droit de recouvrer
leurs biens, d'abord de revenir dans l'espace géographique dans lequel ils étaient installés, et d'y recouvrer, s'ils existent encore, leurs biens qu'ils ont été contraints d'abandonner, voire de percevoir une indemnisation s'ils ne peuvent pas recouvrer ce bien. Je vous laisse imaginer, 60 ans après, le problème que ça pose. Reportez-vous à tous les débats juridiques qu'il y a eu au moment de la chute du mur entre les deux blocs à l'effondrement de l'URSS, à moins de procéder par la démarche française après la Révolution française, on se lance dans des procédures extraordinairement compliquées et très longues à gérer. Mais se pose également le problème de la paix. Or, l'État d'Israël choisit de ne pas prendre la paix, et on a un texte d'Abba Eban, qui sera ministre des Affaires étrangères d'Israël, qui le dit très clairement. Au moment des négociations d'armistice et de paix de 48-49, voilà ce qu'il écrit. L'État juif n'a pas besoin de courir après la paix. L'armistice nous suffit. Si nous recherchons la paix, les Arabes nous demanderont d'en payer le prix. 2 points. Frontières ou réfugiés, ou les deux. Attendons quelques années. Ce texte est de 49. On attend encore. 70 ans après. Mais j'espère que vous avez fait très attention aux termes qu'il emploie. L'État juif n'a pas besoin de courir après la paix. L'armistice nous suffit. Si nous recherchons la paix, les Arabes nous demanderont d'en payer le prix. Frontières ou réfugiés. En effet, si vous signez un traité de paix dans les conditions où se trouvaient Arabes et Israéliens en 1949, vous devez fixer les frontières. Les armées ont avancé, elles ont reculé. Par rapport aux différents projets de partage, il faut fixer de nouvelles limites et des frontières, cette fois, chacun l'espérera, définitives s'il les approuve, provisoires s'il espère un jour les changer. Mais dès lors que vous fixez des frontières en droit international, si vous êtes le premier à les violer, vous devenez l'agresseur. Et selon les règles de l'ONU, on doit vous mettre en situation de revenir à ce que vous avez, à la situation antérieure, à celle que vous avez violée. Un armistice, c'est une ligne mouvante. Et par conséquent, tout peut bouger. Donc on reste dans un à peu près qui va être simplement modifié par la guerre des 6 jours, qui permet l'annexion de la Cisjordanie. Et là, je vous renvoie aussi à toutes les cartes que publie à intervalles réguliers la presse. Vous avez une pénétration de l'État d'Israël en Cisjordanie qui fait qu'à l'heure actuelle, il en contrôle l'essentiel de la superficie. Donc vous voyez qu'il y a une machine infernale qui, en gros, à partir de 1967, ne bougera plus beaucoup. Elle a failli bouger lorsqu'Yitzhak Rabin va négocier les accords d'Oslo et essayer d'arriver à un traité de paix. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne vais pas vous raconter toute la négociation d'Oslo, il y a de quoi faire un cours annuel. Mais en résumé, c'est très simple. Pourquoi à Oslo on a été si près de la paix? Le gouvernement israélien avait besoin de lancer sur le marché financier international un emprunt de plusieurs milliards de dollars. Il avait besoin de la caution bancaire des États-Unis. Le président Bush, le père, puisque c'est lui qui était à l'époque aux manettes, a dit au gouvernement israélien: vous n'aurez la caution bancaire des États-Unis que si vous acceptez la négociation d'un traité de paix, la création d'un État arabe et de régler une bonne fois pour toutes la question israélo-palestinienne. Et là, vous rentrez dans la dernière composante de la machine infernale. Il y a un intervalle régulier, et du côté arabe et du côté israélien, davantage parfois du côté israélien, mais ça n'est pas totalement absent du camp arabe. Le jour où Yasser Arafat a fait retirer de la charte de l'OLP la décision de faire en sorte que l'État d'Israël disparaisse, on a sous-estimé ce que ça avait représenté comme difficulté pour lui de faire accepter cette révision de la position arabe. Vous avez toujours un intervalle plus ou moins irrégulier, donc une bonne volonté qui surgit, qui tente
de régler le problème. Du côté arabe, la difficulté, c'est qu'en général, vous avez toujours à ce moment-là quelqu'un dans un groupe qui n'est pas forcément un parti, dans un parti, s'il a suffisamment de puissance pour avoir réussi à se constituer en force politique, quelqu'un qui s'arrange pour torpiller l'opération, pour essayer d'apparaître meilleur défenseur des intérêts arabes que celui qui s'apprête aux concessions. C'est extraordinairement difficile de devoir affirmer devant sa communauté « Bon, maintenant, il faut que ça cesse, il faut qu'on accepte un certain nombre de concessions, on va signer le traité de paix et on en termine avec ce conflit. » Il y a toujours un autre « Ah non, je suis plus pur que vous et par conséquent, je vais le faire. » Ça existe aussi chez les Israéliens, puisque Rabin a quand même été assassiné par un juif qui considère que seul Eretz Israël, c'est-à-dire le Grand Israël dans l'extension maximale que lui prêterait la Bible, si on décide d'accorder foi à ce que raconte la Bible, doit être mis en place et exister. Donc, à chaque fois que vous avez une tentative de négociation qui s'ouvre, soyez très attentifs, regardez si par hasard vous ne voyez pas d'un côté ou un autre bouger un protagoniste qu'on n'a pas encore vu venir, mais qui va finir par arriver. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qui peut en sortir? J'en sais rien. Si j'ai choisi l'histoire, c'est pour ne pas avoir à prévoir l'avenir. Un historien ne fait jamais de prédiction, il étudie ce qui s'est passé et il essaye de le rendre à peu près intelligible. Si on regarde les choses très attentivement, on se dit que le pari arabe est loin d'être gagné. On n'en est même plus à l'abrogation de la déclaration Balfour. Le pari juif était pas loin d'être gagné. D'ici quelque temps, la Cisjordanie sera entièrement contrôlée par l'État d'Israël. Quand vous regardez entre les trois zones A, B et C, je ne crois pas l'avoir mise, j'ai fait ça sans trop... Je ne crois pas avoir de troisième... Ah si, j'ai une troisième carte, voilà. Voilà la Cisjordanie. Alors, depuis 1967, les Israéliens sont en Cisjordanie. Officiellement, ils n'ont pas le droit d'y être, ils doivent en sortir. Déclaration de l'ONU. Tout ce qui n'est pas en jaune et vert clair, c'est-à-dire ce qui est en vert le plus sombre, est véritablement entièrement contrôlé par les Jordaniens. Par les Palestiniens, pardon. Tout ce qui est en vert clair et tout ce qui est en jaune est sous contrôle israélien. C'est la carte de gauche qu'il faut regarder. Vous avez la répartition après en statistique et avec la croissance démographique des colonies. Vous voyez qu'il y a une très forte pression sur Jérusalem, car la capitale de l'État d'Israël, c'est Tel Aviv. Une déclaration de l'ONU interdit à Israël de transférer sa capitale à Jérusalem. Le Parlement israélien a adopté 2 lois décrétant Jérusalem capitale éternelle et non modifiable de l'État d'Israël. Mais pour l'instant, aucune ambassade étrangère n'est installée à Jérusalem. Elles sont toutes à Tel Aviv. J'imagine mal comment on peut arriver à une situation, si vous voulez, qui reviendrait à imposer à tous les Israéliens qui se sont installés dans les différentes colonies de plier bagages et de s'en aller. Je sais bien que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a pris l'habitude de grands transferts de population, enfin tout de même. Alors la solution, elle devient logique et elle va de soi. Un État qui obligera Arabes et Israéliens à cohabiter, ce qui suppose des modifications institutionnelles importantes de l'État israélien. Il ne peut plus se réclamer comme État juif, mais un État dans lequel une partie de la population est juive, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se déconnecte de la référence religieuse, sinon c'est la négation de la plénitude des droits pour la partie de la population qui n'est pas juive, avec tous les risques que cela suppose. Mais en histoire, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Toute autre solution est possible. Dans le contexte actuel, les Israéliens, évidemment, sont dans une situation plus avantageuse. Les séquelles de l'affaire d'Afghanistan et le développement du terrorisme islamique ayant pour effet, si vous voulez, d'entraîner des confusions
assez extraordinaire et de donner aux Arabes systématiquement le mauvais rôle. Dans les deux camps, vous avez des gens qui sont parfaitement de bonne volonté, et si on est en mesure d'analyser avec autant de précision, c'est là-dessus que je voudrais conclure, c'est grâce au travail des Israéliens. Ce qu'on appelle les nouveaux historiens, ils n'ont pas toujours été très populaires en Israël, depuis les choses se sont un peu tassées. Ça a été la fierté et la gloire d'Israël. Une école historique israélienne a réussi à faire une histoire parfaitement honnête des guerres de 48-49, quitte à mettre le gouvernement israélien dans une situation un peu difficile, et de montrer à quel point les dés avaient été pipés au moment des négociations d'armistice en 48-49, obligeant par là le gouvernement israélien à assumer un certain nombre de ses responsabilités. Si vous voulez approfondir les choses, vous avez quelques sources qui me paraissent incontournables. Si vraiment vous ne connaissez rien sur le sujet, vous prenez la dernière édition des 100 portes du Proche-Orient, qui ont été rédigées par Vidal et Grech. Il y en a une foultitude d'éditions. Vous vous assurez simplement que le libraire ne vous vend pas une édition qui est dépassée, parce que l'ouvrage est régulièrement mis à jour et transformé, donc l'idéal, mais tout le monde ne fonctionne pas comme les historiens avec le concept de fond, c'est-à-dire toutes les éditions d'un même ouvrage, parce que d'une version sur l'autre, on peut toujours tirer quelque chose. Essayez de prendre la dernière, vous aurez les choses les plus actuelles, mais là vous avez factuellement des choses qui permettent très rapidement de comprendre les éléments. Si vous voulez rentrer dans le détail, je vais sauter à l'autre extrémité et vraiment approfondir le problème et le dossier. Vous avez tous les écrits de Laurens. Henri Laurens, L majuscule A-U-R-E-N-S, est probablement un des meilleurs spécialistes, sinon le meilleur spécialiste du Proche-Orient. Vous avez une histoire de la Palestine en 5 tomes chez Fayard de 700 pages chacun, donc pensez quand même que là vous vous lancez au long cours. Mais vous avez dans la collection bouquins un livre qui est remarquablement bien fait, Le Retour des exilés. Ce sont les documents diplomatiques. Il faut toujours aller se reporter au texte d'origine. Il n'y a que le texte authentique qui vous permet de comprendre une situation, parce que selon l'endroit où vous faites la césure de la citation, vous changez le sens d'un paragraphe. Mais les 80 pages d'introduction, Laurence a occupé la chaire du Proche-Orient au Collège de France. Vous avez en 80 pages, un peu plus en détail, l'analyse que j'ai très rapidement condensée autour de quelques temps forts. Vous avez son histoire de la Palestine. Pensez à l'Encyclopædia Britannica. Les Anglais sont suffisamment impliqués dans la difficulté de la zone pour avoir publié un certain nombre de textes qui sont parfaitement intéressants et importants. Et en étant prêt à répondre à toutes vos questions, je vous remercie de votre attention.